et bienvenue sur IPH TV. Aujourd'hui, nous sommes sur l'exposition Zoom sur nos forêts. Venez avec nous, on va vous présenter l'exposition. Nous allons rencontrer pour vous les organisateurs de l'événement. Nous allons vous présenter Jean-Luc. Maintenant, il n'y a pas de baisse, c'est des eaux. Jean-Luc, C'est des eaux. bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'exposition? Oui, bien sûr. Alors dites-nous exactement ce qu'on peut y voir. Exposition découverte de la nature approfondie, on va dire. Oui. Parce que c'est un zoom, on voit les choses que les passants, les promeneurs ne voient pas. C'est ce qu'on veut montrer à tout le monde. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez nous présenter exactement là? Par exemple, là, avec les enfants, par exemple, on a un store d'enfants avec des pelotes de réjection, c'est chouette. Donc ils peuvent prendre une pelote et la décortiquer et prendre leur travail avec eux. Ça, c'est de la découverte pour les enfants, Oui. pour les intéresser à ce qui va suivre, D'accord. pour les mettre dans l'ambiance. Ok. Présentez-nous la suite. Ici, alors, on a la présentation des différentes essences forestières, ces différentes espèces qu'on peut reconnaître à leur écorce, à leur couleur du bois, oublier, cœur, à leur feuillage et à leurs fruits. Voilà. C'est toutes les essences forestières de l'oreille. Elles sont disposées là. D'accord. Je crois que vous avez également une pièce particulière. Ah oui, une pièce maîtresse de particulière, oui. Alors, l'exposition. on va aller au stand chronologie. Alors. D'accord. Allez-y, je vous suis. Ça s'appelle la dendrochronologie. D'accord. Dendro, c'est la vie de l'arbre. Oui. Chronologie, c'est-à-dire on remonte le temps. Voilà. Ici, quand on a un arbre, sur sa coupe, on peut découvrir les cernes. On voit très bien sur certains. On découvre les différents cernes, ce sont les cercles du bois. Oui. Et par rapport aux cercles, on peut trouver tous les défauts du bois, les maladies, les attaques fongiques par exemple, comme ici, c'est un champignon qui l'a attaqué. On peut par rapport à la croissance des cernes déceler une année de sécheresse par exemple. Une blessure par exemple aussi, alors ça on a une très belle Oui, alors cette fameuse pièce maîtresse. pièce, voilà. Donc c'est un chêne qui a été planté en 1890, Oui. planté ou semé de façon naturelle. Hein. Voilà. Il a été abattu en 2016 et on y découvre, quand on remonte le temps, en 1914, 1915 exactement, une balle. Une balle donc qui date de la guerre. De l'autre côté, au même âge, c'est-à-dire 1915-1916, une blessure d'un éclat d'obus. Et ici, si on calcule les cernes donc, du centre, on tombe sur les années 1939-45. D'accord. Et là, une grosse blessure, certainement d'un gros éclat d'obus. C'est par exemple ce qu'on peut trouver en abattant un arbre. On remonte toute sa vie, de l'extérieur vers l'intérieur. Effectivement, c'est très intéressant de savoir. Et cet arbre a été prélevé donc, sur le terrain militaire La Chaume, à Verdun. Donc il nous parle vraiment des années passées. Un bon témoin de l'histoire de la guerre. Très bon témoin. Allez, nous allons poursuivre. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous présenter? Alors, ce qu'on a d'autre d'intéressant, voilà, les bois de chevreuil, les bois de cerf et des cornes. Ça, les enfants, c'est intéressant pour eux, qu'ils puissent faire la différence. Le chevreuil, le cerf, la corne, c'est pas du tout la même chose. Donc on leur explique les différentes fiches. Ici, on explique le bois de cerf, voilà. Par rapport à sa forme, par rapport à tout ce qu'elle représente, on peut savoir si la bête est saine ou malade, ou affaiblie, ou vieille, ou jeune. On explique tout ça, les traces et empreintes, quelque chose de très intéressant aussi. Quand on va en forêt, on peut savoir par exemple quel animal occupe le secteur, par rapport simplement aux traces. Les traces, donc, c'est les poils, c'est voilà, des traces de nourriture, de l'écureuil, des déjections de renard. Voilà. À ne pas confondre avec les empreintes. L'empreinte et la trace, c'est pas la même chose. Mais si on sait lire tout ça, voilà, on sait quel animal est passé, on sait s'il est passé récemment ou pas, c'est par rapport, hein, c'est vraiment s'ils sont secs ou pas secs. C'est pareil, dans la nature, c'est un peu comme un arbre, il faut savoir la lire. Si on sait lire les tranches d'un arbre, on peut remonter le temps. La nature, si on sait la lire, on sait ce qui se passe autour de nous. C'est notre environnement le plus proche. On va monter à l'étage parce que là-bas, on a le secteur entomologique. Et c'est des pièces qui datent de combien de temps? On a le bourdon terrestre, ça fait 3 ans. D'accord. Que moi je les ai. Bourdon terrestre,
Le bourdon est toujours pacifique, de toute façon, c'est des bêtes qui n'attaquent pas, les gens ne le savent pas, mais bon, ils vont eux les attaquer, donc le bourdon va se défendre. Le bourdon des pierres qui adore cohabiter avec l'homme. Dans les maisons, beaucoup entre les plafonds et la laine de verre, il aime bien, mais absolument inoffensif. Hein, si vous avez un nid chez vous, n'ayez surtout pas peur. Hein. Ils font absolument rien. Alors celui-ci, même si on l'attaque, il ne fait rien. De toute façon, il pourrait piquer, mais il ne pique pas. Ici, on a une pièce magnifique, bien sûr. Un nid de guêpe exceptionnel. Enfin, c'est pas un nid de guêpe, c'est 2 nids de guêpe. Hein. On a la guêpe commune, la guêpe germanique, qu'on reconnaît à la construction. On n'utilise pas la même matière pour construire son nid. Ici, c'est plutôt du bois avec de la terre. Ici, c'est de la terre mélangée avec... elle va gratter les murs un peu. Elle gratte les murs carrément pour se faire son ciment. Voilà. C'est pas du tout, on voit bien, c'est pas la même couleur, c'est pas la même matière. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. 2 guêpes différentes. Très rare, parce qu'en principe, quand une guêpe fait un nid, il n'y a jamais une autre qui vient s'installer à côté. Et là, ben, c'est un fait exceptionnel. Une deuxième pièce d'exception. Un nid de guêpe. Alors il faut savoir qu'un nid de guêpe de cette taille-là, il compte environ 15 000 individus. C'est pas un petit nid. Il compte environ 15 000 individus. Et ici, un nid de frelon. Très rare aussi, puisque la guêpe ne cohabite pas avec le frelon. C'est très rare de trouver un nid de guêpe collé à un nid de frelon. Et là, la preuve, c'est que le nid de guêpe, qui est un nid de guêpe germanique, hein, elle a recouvert le nid de frelon. C'est-à-dire que le nid de frelon était le premier installé et les guêpes ont recouvert le nid de frelon. Vous voyez la structure, exactement la même que le nid de guêpe germanique. C'est pas le frelon qui a recouvert ça. Ça a été fait par la guêpe, qui est venue s'installer après. C'est des pièces très rares. Ça ici, c'est des petites guêpes solitaires, des guêpes maçonnes. Vous voyez de quoi est capable la nature. Elle construit carrément son petit trou, elle fait sa maçonnerie, quoi. Ça, c'est des petits nids de guêpes, exactement comme ceux-là. Il est beaucoup plus petit, c'est des toutes petites colonies, quelques centaines d'individus. Là, pareil, une belle construction de guêpes maçonnes. Là, ici, on est dans les coléoptères. Coléoptères, alors ça, c'est par exemple un des plus grands d'Europe. Le lucane cerf-volant. On n'a pas trouvé le mâle avec ses géantes mandibules, c'est dommage, mais on a la femelle. Voilà. On l'a récolté fin août. De toute façon, elle arrive à la fin de sa vie, fin août. Voilà, bon, on va profiter pour la montrer aux gens et puis qu'elle fasse partie de l'exposition. Voilà. On a ici, alors c'est pareil, ici c'est le lucane aussi, c'est aussi un lucane cerf-volant. Mais c'est le petit. Alors d'ailleurs, on l'appelle la petite biche. Et ici, la bichette. C'est des petits surnoms qu'on donne pour la différence. Et on retombe un peu dans la microscopie. Ici, c'est beaucoup plus petit. Ici, c'est la faune épigée. Donc, la faune épigée, c'est la faune du sol. La faune qu'on ne voit pas. Elle est carrément dans le sol. Hein. C'est la faune épigée et la pédofaune qui sont carrément à l'intérieur du sol. Donc, si on met l'œil sur la loupe, on voit tous ces petits micro-organismes qui sont très utiles pour la nature, puisqu'ils aèrent le sol, ils décomposent les champignons, ils décomposent les feuilles mortes, ils décomposent les cadavres. Très important pour recycler, pour minéraliser les éléments. Ici, il y a un gros problème chez les résineux, scolyte de l'orme, qui attaque les résineux et qui entraîne la mort de l'arbre carrément. Hein. Donc on voit ici les galeries qu'il peut faire. Ici on a la galerie avec le petit scolyte qui est là. Ça c'est la galerie principale, ensuite il y a les galeries secondaires avec les œufs. Un œuf au bout de chaque galerie secondaire. Et ici on a un scolyte qui est en dessous de la boîte, qui est grossi 6 fois pour qu'on ait une idée plus que ça. Voilà. C'est là, son axe. Des déjections, ce qui reste tout à fait naturel et ce qui se décompose. Ça, c'est des traces humaines. Et c'est ce qu'on trouve habituellement dans nos forêts? Partout. D'accord. Alors, il y a une époque, c'était à l'entrée de la forêt, et puis là, maintenant, c'est partout. C'est de pire en pire, c'est une catastrophe. On n'a absolument pas exagéré du tout. Au contraire, on a essayé d'amoindrir un peu la chose. Vous avez apaisé un petit peu mais malheureusement, c'est un fait le réel. calvaire de nos forêts. C'est un fait réel, et puis là, cette année, on l'a fait dans le passage, pour que les gens marchent dedans. Qui se rendent compte ce que subissent les promeneurs qui aiment la nature et qui la respectent. On marche dedans, ils marcheront tous dedans aussi. Pour leur faire comprendre. Voilà. En espérant que le message passe. Voilà. Le message est lancé. On a encore une trace des hommes.
Il y a des traces d'un événement bien particulier quand même. Voilà, oui, la trace de- Expliquez-nous cet événement. c'est le passage des hommes en guerre, en fait, hein, la guerre de 14-18, et qui laisse des traces encore aujourd'hui, 100 ans après. On trouve régulièrement, mais vraiment très régulièrement, des objets comme ça, voilà, des objets de combat, hein, des objets personnels comme des gourdes, des obus, ça c'était des bouteilles en terre cuite allemandes, des gamelles, parce qu'il y a des endroits où on trouve carrément la gamelle, le casque et la baïonnette. On a l'impression que les gens sont partis hier en fait. Et ça fait plus de 100 ans. Ça fait 100 ans. Voilà, des outils. C'est tout ce qu'on trouve encore aujourd'hui, plutôt dans les forêts mosiennes de Verdun. Mais on en trouve aussi beaucoup plus près, à l'Oison, par exemple, le camp Marguerre. On trouve encore des objets. Hein. J'ai des gamelles qui viennent du camp Marguerre. Voilà. Pourtant, c'était un camp de repos, il n'y a pas eu de combat, mais on trouve aussi même des armes. Même des armes. Voilà, c'est la chaîne alimentaire pour les gosses. Alors ça, c'est le secteur botanique. Donc au niveau de la botanique, vous exposez quoi? Tout le secteur botanique, alors bon, la photosynthèse d'abord, comment un arbre se nourrit, principalement, hein, CO2 et de l'eau et de l'énergie solaire. Ça lui suffit à se nourrir. Non seulement à se nourrir, mais à nourrir la planète, puisque sans végétaux, il n'y aurait pas d'animaux et on ne serait pas là-dedans. Voilà. C'est la base de la vie sur Terre, en fait, la photosynthèse. On peut dire que tout est basé sur la photosynthèse. Le détail des feuilles, une mortification des feuilles, parce que pour reconnaître une plante, c'est pas important de connaître toutes les plantes. C'est pas ce qui est le plus important. L'important, c'est de savoir l'identifier. Pour savoir l'identifier, il faut connaître les détails de la végétale. Voilà. Le détail des feuilles. Ici, on a la fleur. Bon, c'est la fleur. La fleur, c'est une fleur unique. Les inflorescences, c'est un bouquet de fleurs sur une même tige. Voilà. Les fleurs qui donnent quoi? Les fleurs donnent des graines. Hein, les graines qui sont des fruits. Quoi. Voilà. Ça, on a aussi. La fleur, la florescence, le fruit, la graine. Ça est lié. C'est une suite en fait logique du développement de la végétale. Ici, on a les fougères, on appelle les ptéridophytes. Hein. On peut parler de fougères tout simplement. Hein. Voilà, on explique un peu le mode de reproduction. La fougère, elle ne fait pas de fleurs, elle ne fait pas de graines, elle fait des spores, comme les champignons. Hein, ça se rapproche d'ailleurs de la famille des champignons, qu'on appelle les thaïophytes. Les thaïophytes, c'est les champignons, les mousses, les fougères. Ils ne se reproduisent pas par des fleurs, mais par des fruits, comme on vient de le voir, mais par des spores, qui dans ce cas sont situés sous les feuilles. Voilà, dans des petits sacs sporifères. Quand ils sont mûrs, ils s'ouvrent, et les spores sont libérés pour aller coloniser d'autres terrains. Voilà. On a la même chose avec les mousses, qui sont des thaïophytes aussi, mais eux, ils se reproduisent par des petits sacs sporifères qui sont situés au bout de petits mâts sur leurs feuilles. On n'en a pas ici d'ailleurs. On en avait qui sont disparus, c'est pas grave. Si, on en a ici. Voilà. On a des petites tiges, on ne verra sûrement pas, mais de toutes petites tiges. Au bout, il y a des petits sacs sporifères. Quand les spores sont mûrs, l'opercule qui est au bout, il tombe, les spores sont libérés, et la plante se régénère, peut se reproduire dans d'autres milieux, coloniser d'autres milieux. C'est le principal de la vie sur Terre des plantes, c'est de coloniser toujours d'autres milieux. Pourquoi? Parce que si elle reste sur place, elle va épuiser le sol et peut mourir. Donc, sa descendance doit aller coloniser d'autres milieux. C'est ce qu'on appelle le combat pour la vie. C'est très intéressant, les myxomycètes. Les myxomycètes, beaucoup de gens passent devant et ne s'arrêtent pas parce que je crois qu'ils sont un petit peu effrayés de ne pas comprendre ce qui se passe. En fait, on a longtemps pensé que c'était un champignon. Ensuite, on l'a classé dans les protistes, c'est-à-dire mi-champignon, mi-animal. Pourquoi mi-champignon, mi-animal? Parce qu'il se reproduit par des spores, mais la chose incroyable, c'est qu'il se déplace. Il se déplace. Il roule sur lui-même, sur les arbres, sur la mousse, et il va se nourrir de bactéries, de petits invertébrés microscopiques, et même d'autres champignons. Il va l'englober totalement en se déroulant, un peu comme un escargot. Il englobe,
Alors, l'escargot, il se déplace en glissant sur le sol, il fait pareil. Et il va digérer ce qui est sur son passage, champignons, bactéries et petits insectes. Aujourd'hui, il n'est plus classé dans les champignons, il n'est plus classé dans les protistes, il est classé dans les myxomycètes. C'est vraiment une division à part, totalement. Et d'ailleurs, c'est encore en discussion en même temps parce que c'est tellement compliqué, on ne sait pas où le classer. Il y a un petit film explicatif. Alors pour ceux qui aiment le zoom, on a ici une reproduction. Le myxomycète, il est en train de se reproduire ici et là. Ça, c'est vraiment la reproduction du myxomycète. Des choses qu'on ne voit pas habituellement en forêt. De chaque ensemble s'élèvent des conteneurs. Voilà. Ensuite, la suite logique, on passe aux champignons. Voilà. Alors cette année de sécheresse, grande inondation au printemps, sécheresse totale juillet, août, septembre, donc on n'a pas de champignons. À part des polypores qui avaient été préparés déjà bien avant l'exposition. Donc les champignons, alors on a quand même quelques très beaux spécimens comme ici par exemple. Et ce sont des champignons que vous retrouvez dans les forêts muséennes? Dans les forêts muséennes. Alors tout vient de la Meuse, D'accord. absolument tout. Ici on a des champignons très intéressants, c'est des nids d'oiseaux. Il fait vraiment un nid d'oiseaux, à un tel point qu'au fond il y a carrément des œufs. Et donc les œufs sont les sacs sporifères. Au lieu de faire ses spores en dessous sur les lamelles, il fait ses sacs à l'intérieur. Et quand il y a une goutte d'eau qui va tomber, les spores vont être libérés. Il y a un animal qui marche dessus, les spores vont être libérés. C'est magnifique. Carrément, il a copié le nid d'oiseau. Et carrément, il fait des œufs au fond. C'est vraiment quelqu'un qui aime la nature, c'est grandiose. Et là, on se rend compte vraiment à quel point c'est lié tout ça. Un allié de champignons, pour ceux qui sont vraiment passionnés. Donc à l'allié, on y trouve la détermination de l'espèce. Donc tout ce qui est champignons. On y trouve les spores, la sporée, on y trouve des photos et un échantillon. C'est un herbier de champignons. Voilà, on va passer à la barre peut-être. Oui. Ici on a une blanche avec de différentes espèces d'insectes qu'on trouve chez nous. Les larves de libellules par exemple, beaucoup de gens pensent que les libellules ils naissent sur une plante, non, ils naissent dans l'eau. La plus grande partie de leur vie se passe dans l'eau, elles peuvent vivre jusqu'à 3, 4, 5 ans dans l'eau avant de sortir en adulte et vivre quelques mois. Et vous avez également des spécimens vivants? Bien sûr, on a des ditiques qui sont ici, les tout gros ditiques, les ditiques bordés. On en a dans les aquariums, on a des sangsues, on a des notonectes, un notonecte qui est ici, qui nage sur le dos. Ça c'est d'ailleurs la chose que les enfants peuvent faire, ils peuvent prendre une épuisette, sortir quelques insectes dont les notonectes et l'identifier. Ça va donner un peu une idée de la découverte. Voilà. On a la salamandre cachetée, qui intéresse beaucoup les enfants, bien sûr. Et on a toujours pareil, on fait un zoom, donc on fait un zoom. Ici on a l'impression qu'il n'y a rien. En tous les cas on n'y voit rien, mais si on se met si on s'approche et qu'on va de plus près, on a ce qu'on appelle le zooplancton, donc les daphnies et les cyclopes, c'est minuscule, et les larves de moustiques. Beaucoup de gens ne savent pas, mais les moustiques plongent dans l'eau. Et on m'a déjà appelé dans des jardins parce qu'on avait peur d'arroser son potager avec l'eau de récupération dans un tonneau, parce qu'il y avait des bêtes. Et en fait, sur un doute, il y avait des larves de moustiques, quoi. Voilà. Mais les gens ne savaient pas. Voilà. Donc on passe l'information. Donc nous vous l'avions annoncé également, il y a des insectes à déguster. Venez avec nous, on va vous les présenter. Alors présentez-nous votre petite dégustation. Alors, dégustation, c'est un petit échantillon, hein. On n'a pas tout, c'est un petit échantillon, mais bon, voilà, c'est l'avenir un peu, hein. Étant donné qu'avec tous les problèmes qu'on a actuellement, de pollution et tout, il n'y a plus rien qui s'arrête. Ça, c'est encore simple, puisque c'est des animaux qui sont élevés pour nourrir les hommes. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien du tout, c'est élevé tout à fait bio et ça se développe très bien. Donc il faut apprendre à s'en nourrir, c'est très riche en plus, ça nourrit énormément, hein, en calories, en vitamines, hein, en protéines surtout. Donc nous avons des vers, des fourmis, fourmis, des termites, des scorpions jaunes, un scorpion noir, des vers de bambou à l'italienne, des vers de farine et des grillons curry piment. Voilà. Alors ils sont aromatisés pour pas trop dépayser les gens, quoi. Ouais. Il faut qu'ils aient des goûts qu'ils connaissent, quoi. Surtout pour la découverte. Après je suis un peu du milieu.
Mais il faut qu'ils restent dans leur goût, quoi. Celui qui aime le curry, voilà, il va manger ça, il aime le curry, voilà. Et je vous invite à y goûter.